tous. Je me présente, moi je suis Agathe Konieczka. Je suis déchargée au SNUIP FSU depuis quelques années déjà. Euh, je suis 2 jours en classe en tant que ZIL sur la circonscription de Strasbourg 4 et je suis 2 jours déchargée pour le SNUIP FSU. Je vais laisser mes collègues de l'équipe se présenter, puis après je ferai une petite introduction au stage d'aujourd'hui. Alors bonjour, moi je suis Géraldine. J'ai une décharge syndicale comme Agathe, ce qui nous permet d'être présent au local et de siéger dans les instances pour défendre vos droits et votre carrière. Voilà, et je suis responsable de la FSU avec un camarade du SNES. Moi, c'est Jonathan Bourreau, je suis aussi déchargé du SNUIPP, je suis ZIL à Strasbourg 5. Voilà. Je fais Florence Fogel-Gesagne, je suis déchargée 1 jour par semaine, sinon je suis enseignante en maternelle, en grande section. Et aujourd'hui, je vais être modératrice. Donc, je prendrai vos questions. On va vous expliquer tout ça après. Voilà. Mickaël Clablin, excusez-moi, mais je n'ai pas de vidéo. Je suis à la FSU et au SNUIPP. Je m'occupe, je suis élu en CAPD et en commission d'affaires sociales, voilà, départementale. Je crois que toute l'équipe est là, il me semble. Et donc, il y a une partie de l'équipe qui ne participe pas au stage aujourd'hui parce que le jeudi étant la journée d'envoi de notre lettre électronique, François et Pierre sont tous les deux au local en respectant les distances et avec les précautions d'usage pour préparer la lettre électronique que vous recevrez aujourd'hui. Et une autre partie de l'équipe est en télétravail, chacun chez soi, pour pouvoir travailler, répondre aux mails. Il y a des transferts d'appels qui sont faits pour qu'on puisse vous répondre tout de même malgré ce confinement et continuer le travail de conseil et de soutien et d'aide. Alors, notre syndicat, le SNUIP FSU, toute l'équipe du syndicat est heureux de vous accueillir pour ce stage. On aurait souhaité que le stage se déroule autrement. Les conditions sanitaires auront eu raison de nous. Et on n'aura pas l'occasion de vous rencontrer autrement qu'en visioconférence. Mais il nous a paru important de maintenir cette journée de formation, quand bien même le déroulement était vraiment chamboulé. Ce stage devait constituer pour nous vraiment le premier temps de retrouvailles de l'année scolaire, après un second trimestre 2019-2020 où nous avons dû annuler toutes nos formations syndicales. Alors, ça reste un premier temps de retrouvailles, mais à distance. On a choisi de le maintenir parce qu'on savait que c'était un temps qui était attendu de tous et que nous avions besoin de rencontrer les collègues aussi par ce biais-là. Pour faire un petit peu d'historique, depuis sa création en 1992, le SNUIP FSU n'a eu de cesse de redonner la parole aux enseignants et aux enseignantes, de rechercher une unité. Nous faisons partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération syndicale unitaire. Donc le but, c'est vraiment de rechercher l'unité, de rechercher une synthèse, tout en tentant de faire de toutes nos différences une force de revendication. Pour la petite explication, la FSU regroupe de nombreux syndicats. C'est une fédération qui représente les enseignants du premier degré par le SNUIP, le SNES que vous connaissez pour le second degré, mais il y a aussi les représentants des administratifs avec le SNASUB, il y a aussi les représentants des professeurs de l'enseignement professionnel avec le SNUEP et d'autres syndicats qui sont peut-être un peu plus petits, un peu moins connus, mais qui font que la FSU reste une grande fédération. Alors, nous avons fait le choix d'organiser de nombreux stages de formation syndicale depuis sa création pour répondre aux attentes des enseignants et enseignantes en complément aux formations institutionnelles. Et on se rend compte qu'elles sont de plus en plus un apport indispensable, ces formations syndicales, parce que les formations institutionnelles sont souvent très loin de nos préoccupations d'enseignants et de la réalité du métier. Et vous le savez, la formation continue depuis de longues années s'est vue réduite à peau de chagrin. Auparavant, de longs stages de 2, 3, 4, voire même 6 semaines nous permettaient de nous former sur un temps choisi, sur une thématique choisie. Dans le même temps, des jeunes collègues pouvaient à leur tour découvrir la réalité du métier en immersion pendant un temps et prendre la responsabilité d'une classe lors d'un stage. Et il n'était alors pas utilisé comme moyen d'enseignement et ils prenaient du coup la température progressivement de ce qui deviendrait plus tard leur quotidien.
À présent, pour se former, il vaut mieux ne pas espérer faire partie d'un public désigné, parce que la variété des stages institutionnels fait rêver, je pense que vous avez vu, entre français, maths, allemand, évaluation, résultats des évaluations, constellation, REP+, analyse de pratique. Les formations proposées sont toujours très très loin de ce que vivent les enseignants dans leur classe quotidiennement. Certaines formations qui faisaient le plein à l'époque ont complètement disparu, notamment la voie outil d'enseignement, qui faisait le plein tous les ans et qui était très demandé des collègues. C'est pourquoi nous avons souhaité, en ces temps de pandémie, vous apporter des informations que nul ne trouvera jamais dans la communication visuelle qui nous vient de notre ministre et des sbires académiques. Donc, on a choisi de maintenir ce temps-là. L'actualité ne doit pas cependant nous faire oublier ce qui constitue le fond de notre travail. Nos conquêtes sont encore nombreuses pour qu'enseigner soit vraiment une réelle partie de plaisir. Nous maintenons le cap sur des valeurs et sur des objectifs qui nous sont chers. Pour information, à cette rentrée, ce sont près d'une 60aine de postes de remplaçants qui ont disparu. La conséquence est directe dans les écoles. Vous le savez, ceux d'entre vous qui ont choisi de participer à cette formation aujourd'hui ne sont pas remplacés en classe. De nombreux collègues nous ont contactés pour nous dire, quelques collègues nous ont contactés pour nous dire qu'ils annulaient leur participation, puisqu'avec le non-brassage des groupes et le non-remplacement de leur stage, leur absence était trop lourde à gérer pour l'école. Les absences ponctuelles ne sont jamais remplacées et le tri est fait entre les absences remplacées ou non. Les équipes doivent redoubler d'imagination pour pouvoir accueillir les élèves dans des conditions qui leur permettront d'être le moins mal accueillis. À cela se rajoute la gestion de cette crise sanitaire qui nous impose donc un non-brassage des groupes et une organisation qui en devient d'autant plus compliquée. Et cette organisation qui ne repose que sur les épaules des directeurs et leur équipe, mais c'est surtout les directeurs qui chapeautent le tout. Nous avons donc remis en action le signalement des non-remplacements. Et il faut absolument que vous nous informiez. Vous savez que depuis la loi de la transformation du service de la fonction publique, les instances dans lesquelles nous siégeons sont en train de disparaître. Donc la seule information que nous avons, c'est ce qui nous vient du terrain. Donc il faut absolument que vous nous informiez quand des remplacements ne sont pas effectués dans vos écoles. La continuité du service public, que notre hiérarchie nous oppose à toute demande d'absence ou de récupération horaire, c'est là qu'elle devrait exister avec le remplacement des collègues qui s'absentent pour se former lorsqu'ils sont malades, lorsque leur enfant est malade. On doit pouvoir accueillir les enfants, les élèves dans des conditions décentes. Donc nous vous invitons vraiment à nous informer massivement via notre site internet. On informera les médias par la suite et les parents d'élèves qui sont les premiers impactés par ces absences. Donc vous recevrez dans la lettre électronique toutes les informations pour pouvoir renseigner cette enquête et nous vous invitons vraiment à vous en emparer. Comme je le disais précédemment, la formation change. Cette année, nous avons vu apparaître les constellations. Elles ont été mises en place dans l'urgence. Donc nous attendons aussi un retour des collègues afin de connaître leur contenu et leur organisation. Si cette nouvelle formation pouvait devenir la formation que l'on souhaite, il faut vraiment que nous nous emparions. Donc pareil, nous attendons votre retour. Dans la lettre électronique qui arrivera aujourd'hui, il y aura un lien pour que vous puissiez nous faire part de vos impressions et que ce soit aussi bien en tant que stagiaire en constellation ou que formateur en constellation, puisque les formateurs ont été contraints de mettre ça en place dans l'urgence aussi. Pour les collègues, enfin, d'entre vous qui ont participé au mouvement et qui lisent notre lettre électronique, vous avez sans doute découvert l'existence de nouveaux outils. Un outil qui s'appelle MapSNU, qui est un outil qui regroupe les cartes de toutes les circonscriptions du Bas-Rhin avec des moyens de filtrer les écoles pour pouvoir retrouver des écoles et pour pouvoir faire son mouvement plus facilement. Et l'outil Movemento qui regroupe toutes les écoles du département avec leurs horaires, les noms des directeurs, les sites internet avec des informations administratives, plus d'autres informations sur le mouvement. Ces outils, c'est une mine d'informations pour les collègues que vous n'aurez jamais de la part de l'administration. C'est une somme de travail que l'administration ne peut pas fournir puisqu'ils ont aussi été impactés par des
des fermetures de postes administratifs et ils ne peuvent exister qu'avec votre collaboration, ces outils. Donc, comme il s'agit d'un catalogue des écoles avec beaucoup de données, il faut que vous puissiez, vous aussi, nous apporter des données. Donc, nous avons besoin de vous pour qu'elles soient réactualisées régulièrement et nous vous invitons, pareil, à nous contacter quand vous avez des informations à nous communiquer. Donc, vous le savez sans doute, avec la loi de transformation de la fonction publique qui a été votée le 6 août 2019, ce sont des modifications en profondeur des principes et du fonctionnement des services publics qui s'opèrent. Il y a une réduction des moyens pour les usagers, une remise en cause du statut des personnels, vraiment un mépris du rôle des agents, la réduction du droit syndical d'intervention des personnels. Vous vous en êtes rendu compte, nous n'avons pas été destinataires des documents pour vérifier le mouvement avant que le mouvement se tienne. C'est d'autant moins de transparence pour vous. La loi votée par le Parlement a fait voler en éclats de nombreuses garanties statutaires et donne beaucoup plus de pouvoir aux employeurs. Les situations individuelles de carrière, donc ce qui concerne les mutations, les promotions, les avancements, le droit à la formation, le droit à des congés, de congés de formation, ne sont déjà plus discutés. On ne siège plus, il n'y a plus de CAPD, il n'y a plus que des groupes de travail et qui n'imposent pas le même retour que les CAPD puisqu'il n'y a pas de vote, ce sont juste des moments d'études en fait. Donc ce n'est plus discuté, mais nous ne pouvons plus non plus vous défendre et nous ne pouvons plus vérifier les informations que l'administration possède. Donc l'objectif du gouvernement est de vraiment que le manager local décide seul en toute opacité. Le SNUIP-FSU œuvre, et cela depuis toujours, pour contraindre à un maximum de transparence sur les décisions qui sont prises et nous faisons tout pour défendre un traitement équitable des agents. Avec la FSU, nous sommes vraiment à l'offensive pour continuer à faire vivre toutes les prérogatives des instances auxquelles nous siégeons et auxquelles nous avons siégé par le passé, ainsi que celle du CHSCT, qui est l'instance déterminante pour améliorer les conditions de travail des personnels. Avec la FSU, le SNUIP défend des emplois de qualité, des emplois statutaires et en nombre suffisant, ainsi qu'une formation des agents à la hauteur de leurs besoins. Donc, ça nous permet de faire le lien avec la journée d'aujourd'hui, qui est vraiment un des points importants de la rentrée scolaire cette année. De nombreux collègues nous appellent pour nous prévenir que leurs conditions de travail ne sont pas sécurisées et qu'ils ne se sentent pas dans de bonnes conditions pour travailler, que ce soit avec le masque, que ce soit avec des groupes d'enfants importants. Les conditions sont difficiles. Je vais donc vous présenter le déroulement de la journée. Vous l'aviez eu en mail. Je vais vous expliquer un petit peu cela plus précisément. Nous avons choisi de faire intervenir 3 personnes. Tout d'abord, le docteur Elisabeth Perifonta, que nous connaissons depuis longtemps, puisque nous organisons avec elle tous les ans un stage voix, qui a dû être annulé l'année dernière. Et Elisabeth Perifonta est phoniatre et vous présentera son travail cet après-midi en fin de journée. Et nous avons décidé cette année de faire intervenir 2 autres personnes qui avaient leur place vraiment dans ces temps de conditions sanitaires particulières. Donc le chercheur Jacques Hayech qui interviendra ce matin, qui vous parlera de ce que l'on sait de la pandémie et de ce que l'on peut faire dans les classes pour limiter les risques. Il vous parlera aussi du port du masque, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et il nous semblait aussi important que la médecine de prévention soit là. Donc le docteur Brigitte Bannereau sera présente aussi pour vous présenter ce qui peut être fait en termes de prévention et en termes d'accompagnement des personnels sur le sujet. Je rappelle que chacun de vous a droit à une visite médicale. Dans la fonction publique, ce n'est pas tous les ans. C'est
c'est de mémoire tous les 10 ans, donc c'est pas beaucoup, mais c'est un droit dont il faut s'emparer. Pour l'instant, la médecine de prévention existe, donc nous avons 2 médecins de prévention dans le département. Ce n'est pas beaucoup au regard de tous les enseignants qui exercent, mais pour pouvoir faire remonter les souffrances que vous éprouvez, pour pouvoir faire reconnaître des difficultés que vous avez en classe, la médecine de prévention est très importante et nous vous invitons à demander un rendez-vous à la médecine de prévention pour toutes les raisons qui pourraient vous amener à avoir des difficultés dans votre quotidien professionnel. Les médecins de prévention sont là donc pour la prévention, mais ils sont aussi là pour, au moment du mouvement, accompagner les collègues qui sont dans une situation particulière et qui auraient besoin d'un appui pour le mouvement. Donc c'est vraiment un service dont il faut s'emparer si vous en avez le besoin. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié, ça va me revenir. Je voulais aussi, oui, vous dire qu'on a prévu un temps en fin de journée de création d'un cahier de doléances. Vous êtes nombreux depuis le début de l'année scolaire à nous appeler, puis nous alerter sur des difficultés, à avoir des questions auxquelles nous n'avons pas toujours les réponses. Donc, ce que nous souhaiterions, ce serait arriver à la fin de cette journée avec des demandes précises que nous pourrions faire remonter à l'administration. À savoir, la presse est présente aujourd'hui. Monsieur Jean-François Clerc, qui représente les DNA, est présent aujourd'hui. Donc, il y aura certainement une parution dans la presse de cette journée. Et je pense qu'il est important pour nous de nous emparer de ce moment-là pour revendiquer encore des conditions de travail correctes et décentes. On est un tout petit peu en avance. Vous avez un temps de pause dans la matinée qu'on a placé à 11h15, un petit temps d'un quart d'heure. Parce que le docteur Banro m'a fait remarquer, effectivement, quand on se serait vu en réel, on prévoirait ce temps de pause. Donc, il n'est pas normal en visioconférence de ne pas faire de même. Donc, nous vous aurez un temps de pause en milieu de matinée et une pause d'1 heure pour la pause repas à midi. Et nous nous retrouverons après cette pause repas par le même biais pour poursuivre la journée. Je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter quelque chose. Alors, on a déjà une question, Agathe. Est-ce que tu pourrais préciser comment on peut faire appel à la médecine de prévention, s'il te plaît? Ah ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Justement, en temps normal, on vous aurait remis un dossier papier. Sauf que le dossier papier est prêt, mais il est dans nos locaux. Et dans ce dossier papier, je vous ai joint une demande que vous pouvez rédiger pour demander une visite médicale à la médecine de prévention. C'est un formulaire, enfin c'est une lettre type. Nous vous enverrons ce dossier papier par voie postale. Donc, il nous faut absolument toutes vos adresses postales. Le mieux, ce serait que vous nous les envoyiez par mail et pas sur le chat, parce qu'une fois que la réunion Zoom est finie, on ne peut plus avoir accès au chat. Donc, pensez à nous envoyer un mail avec vos coordonnées postales complètes pour que nous puissions vous envoyer ce dossier dans lequel il y aura des articles sur le sujet, un fascicule de la MGN sur le sujet aussi, et donc tout ce qui concerne la demande de rendez-vous à la médecine de prévention. Donc ça vous arrivera une fois que nous aurons reçu toutes vos adresses. Bonjour à tout le monde. J'espère qu'il n'y aura pas d'interruption. S'il y a un problème de son, vous me prévenez au fur et à mesure. C'est très bien pour l'instant. D'accord. Dans le document, en fait, alors, 3 points. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg et j'ai pris ma retraite depuis un peu plus d'un an. Je travaille, mais je continue à travailler en fait dans le cadre de collectifs d'universitaires et d'une conférence qui s'appelle Politique des sciences à Paris. On a travaillé avec un groupe d'universitaires sur l'analyse en fait de la pandémie Covid, à la fois d'un point de vue biologie santé, donc qui était mon domaine de compétence, mais pas le seul. Il y a des virologues, etc., mais aussi
d'un point de vue social, et ça a donné lieu à un certain nombre en fait, de capsules vidéo sur la chaîne YouTube Politique des sciences. Je travaille avec les retraités du SNESUP, qui est aussi le syndicat des enseignants de l'université, sur le problème du Covid. Et ce qui a été envoyé, c'était une sorte une partie d'une lettre qui a été dans la presse du SNESUP pour faire le point sur le Covid, mais cette lettre date d'avril à peu près. Et le dernier point, plus récemment, on a travaillé toujours dans un cadre d'un collectif d'universitaires sur les problèmes de contamination. Et sur un point que je voudrais aborder, c'est l'importance de l'aération et comment ça peut agir. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Est-ce que tu y arrives? Oui, normalement, tu devrais y arriver. Parce que oui. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous voyez. Donc, je vais focaliser plus spécifiquement. Alors, pourquoi Ça marche. Mais on ne voit pas le plein écran, on voit l'interface. Ouais, c'est ça. Alors que j'ai un problème parce que j'ai… Bon, je vais essayer. Si tu fais F5, ça ne marche pas? Ça ne lance pas le diaporama? Bah, Si je puis me permettre, si tu veux avoir les commentaires et en même temps regarder l'autre, il faut que tu partages le deuxième écran, si tu as deux écrans. Non, j'ai qu'un. Tu n'en as qu'un. Ah oui. Voilà. Non, mais c'est mon écran qui, en fait, ça a l'air de marcher là, je pense. Donc, je vais me focaliser sur contamination et protection. Alors, deux choses. Je travaille aussi, en fait, alors, je continue à donner des cours et je me suis intéressé depuis quelques années au problème d'intégrité scientifique et il s'est trouvé que la pandémie a révélé tout un problème d'intégrité scientifique et d'éthique dans le domaine biologie, santé et médicale. Le nombre d'articles qui a été publié a été absolument monstrueux en très peu de temps, ce qui montre en fait l'implication de la communauté au niveau mondial pour trouver des solutions à cette pandémie, mais en même temps, c'était une augmentation de papier qui était absolument pas, enfin qui passait pas par les normes classiques de ce qu'on appelle véridiction, c'est-à-dire de contrôle de la qualité de ce qui était publié. Et en plus, malheureusement, ces articles ont été très vite en fait relayés sans faire attention en fait à leur qualité dans la presse, et ça a donné une forme en fait de confusion au point de vue scientifique. Donc, ce que je vais essayer de faire là, c'est d'avoir un cheminement le plus rationnel possible et pas asséner des connaissances telles quelles, mais essayer en fait de montrer le cheminement qui permet à arriver à telle ou telle conclusion ou telle et telle raison. Donc, sur contamination et protection, la première chose, c'est le virus, en fait, de manière évidente, se propage d'un individu contaminé vers un individu qui est susceptible d'être contaminé. Et je reviendrai là-dessus sur ces deux concepts. Donc, la première chose, c'est chez une personne contaminée, et ça a été mesuré, où se trouve le virus, ben, majoritairement, ou enfin en grosse quantité, au niveau nez et gorge, de son nez et de sa gorge, au niveau poumon, et puis en général, en fait, pas tout de suite, dans le temps de la maladie, il peut descendre en fait dans le tractus digestif et on le retrouve au niveau estomac et intestin. Et donc dans les selles à la fin. Il est absent dans le sang, ou pratiquement absent dans le sang et dans les urines. Et c'est une des raisons pour laquelle le test se fait de manière nasopharyngée avec un écouvillon et pas via une goutte de sang ou en fait à partir des urines, qui serait beaucoup plus facile d'une certaine manière. Donc les deux endroits où on peut le mesurer facilement, c'est soit nasopharyngé, soit au niveau de la gorge, donc les tests salivaires qui n'ont pas été totalement développés ou validés pour l'instant. À partir de ce moment-là, la personne contaminée, elle va sécréter
à partir des endroits où il y a le virus va se répliquer, va s'amplifier. Et dans le nez et dans la gorge, c'est à partir de là que la personne contaminée va générer des gouttelettes de virus. Mais c'est vrai aussi, on a des contaminations à partir des selles. À partir du moment où, puisqu'il y a des virus dans les selles, il y a une possibilité d'aérolisation, en fait, de génération de gouttelettes à partir des selles, qui a été décrit dans la contamination de ce virus. Les types de contamination, on va en avoir en fait 3 plus 1, donc 4. En fait, c'est 1, le fait avec sa main de toucher une zone où il y a du virus, on verra comment, et d'amener presque inconsciemment sa main au visage. Et à ce moment-là, en fait, on appelle cette forme de contamination la contamination manuportée, puisqu'elle se fait par la main. Et la partie contaminée, le fait qu'il y ait des virus sur une surface, ça s'appelle des fomites, pour vous donner simplement un vocabulaire associé. Donc, quand on est malade, quand on est contaminé, quand tout ce qu'on éternue, à partir de notre nez ou de notre bouche, on va générer des grosses gouttelettes qui vont contenir pas mal de virus. Ces gouttelettes, du fait de la gravitation, se déposent rapidement sur le sol ou sur les meubles. Et c'est ça qui va générer éventuellement aussi des contaminations des parties carton, table, sol, etc. Sinon, quand on parle, qu'on crie ou qu'on respire, on génère en fait aussi des gouttelettes de virus, mais qui sont éventuellement de taille plus petite ou qui ont des propriétés physiques permettant à ces gouttelettes de rester en suspension dans l'air. Donc, pour les physiciens, on distingue plutôt ce qui est des gouttelettes qui se déposent rapidement et un aérosol, c'est-à-dire en fait des gouttelettes, tout ce qui va rester en suspension stable dans l'air. Quand on génère ces suspensions dans l'air avec du virus, le virus a un temps de vie qui est à peu près d'1 heure, mais qui va dépendre des conditions qu'on a dans une pièce. Donc, c'est un peu le problème de la baignoire, c'est-à-dire avec un robinet qui remplit la baignoire et un trou dans la baignoire qui vide la baignoire. Et on a un équilibre à un moment donné dans la baignoire. Le virus dans une pièce, il y a une personne contaminée, c'est le robinet de la baignoire, elle va remplir la pièce avec une brume virale. En même temps, la mort en fait du virus ou le fait de régénérer l'air de la pièce, c'est le trou dans la baignoire. Et donc, selon que le trou soit plus ou moins gros, ou selon qu'il y ait beaucoup ou pas de sécréteurs dans la pièce, on va avoir un certain équilibre qui va se faire, c'est-à-dire une certaine quantité de virus en moyenne dans la pièce. Alors, pour expliciter ça, j'ai utilisé ce sont des vidéos en fait, mais là, ce ne sera pas sous forme animée, qui sont parus dans un journal catalan, qui est l'équivalent du Monde en Catalogne, qui est El País, et qui ont été faits par Almodovar. Pardon. Donc, pour visualiser ça, quelqu'un qui est contaminé va donc générer au niveau nez et bouche ces aérosols et ces droplets, et ces grosses gouttelettes. Les grosses gouttelettes, quand je dis grosse, c'est assez variable. En général, on mettait ça à une taille de 5 microns, mais c'est très, très, très variable. On peut considérer ce seuil n'est pas un seuil strict, quoi. Ouais. Ces gouttelettes, elles peuvent être expulsées selon la force de la toux d'éternuement jusqu'à 8 mètres, mais en général, c'est entre une cinquantaine de centimètres et 2 mètres. Et elles tombent en quelques secondes sur le sol. La brume, par contre, qui est générée plutôt quand on parle, on crie ou on chante, en fait, c'est une brume qui, elle, va rester plusieurs dizaines de minutes, sinon heures, dans la pièce, dans un endroit.
Et dans une pièce, comme je disais, en fonction de son renouvellement, une personne contaminée va progressivement générer, et si l'air n'est pas renouvelé, ça va être en fait, ça va générer de plus en plus de gouttelettes. Donc, ce qui vient comme paramètre derrière aussi, c'est le temps pendant lequel on reste dans une pièce en contact donc avec une certaine quantité de virus qui peut être générée par des sécréteurs. Donc, selon qu'on respire, parle ou crie, cette concentration va être plus ou moins grosse, plus ou moins grande, pardon. Et cette quantité de virus, elle va être aussi dépendante de la quantité qu'un individu, de la capacité d'un individu à fabriquer beaucoup de virus. Et ce qui est différent entre la grippe et la Covid, c'est le fait qu'on a une contamination qui n'est pas uniforme. C'est-à-dire tout le monde, on a eu tendance de parler du paramètre R0, c'est-à-dire une personne est capable de contaminer 3 personnes en moyenne pendant le temps où elle est contaminante. En fait, ça ne se passe pas comme ça pour la Covid. Sur 100 personnes, c'est ce qui a été à peu près, en fait, ce qui est à peu près démontré actuellement. Sur 100 personnes, il y en a au moins 60 qui vont contaminer absolument personne. 60 à 70. Il y en a une trentaine qui vont contaminer un certain nombre de personnes, et dans ces 30, il y en a 10 qui vont contaminer énormément de personnes, c'est-à-dire plus de 10 personnes. Je rappelle que le nombre moyen de contamination pour la rougeole, qui est considéré comme une maladie très contagieuse, c'est 12 à 19 personnes. Et on appelle en fait ces personnes des hypercontaminateurs. Et donc, on a une forme de contamination qui va être pas uniforme du tout, mais qui va dépendre de l'existence, enfin, du fait que dans une pièce ou un endroit donné, il y a un certain nombre en fait, d'hypercontaminateurs. Et on a ces phénomènes en fait, de surcontamination à un moment donné. Ça a été le cas à Mulhouse, un certain nombre de cas en Asie qui ont été étudiés. Personnellement, j'entends plus Jacques. Est-ce que vous l'entendez encore, vous ? Majoritairement, ça se fait de manière manuportée. Donc, dans ce cas, la seule manière en fait, de diminuer cette probabilité, c'est de se laver les mains le plus possible, c'est de laver les sols, etc. Et ensuite, la discussion qui a eu lieu pendant plusieurs mois était de savoir si la contamination était majoritairement par les grosses gouttelettes ou majoritairement aéroportée. La logique est maintenant dans le raisonnement la suivante, c'est que on est à peu près sûr que les gens contaminés qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne toussent pas et n'éternuent pas, participent et sont ceux qui participent majoritairement à la contamination, à la transmission du virus. Donc, ça peut être fait qu'à travers la respiration, le fait de parler et le fait de crier, chanter, ce qui se passe dans les contaminations, dans les phénomènes de contamination qui ont eu lieu dans des chorales. L'analyse en plus des contaminations qui sont passées dans des bus ou dans des restaurants a aussi montré que la contamination, le faisceau de présomption va vers une contamination extrêmement importante par les aérosols et donc de manière aéroportée. Alors pourquoi? Parce que logiquement, si la contamination se fait par des grosses gouttelettes, à ce moment-là, les gens qui seront contaminés, ce seront les gens proches de la personne contaminée.
puisque ces gouttelettes tombent très vite sur le sol. Donc, ce qui se passe au niveau, quand une personne contaminée tousse et éternue, elle crée autour d'elle un nuage de gouttelettes, mais ce nuage de gouttelettes ne reste pas en suspension dans le sol, donc la contamination ne peut se faire que parce que la distance est proche. D'où le fait de dire il suffit de gérer le distanciel pour ne pas être contaminé. Si on est chacun à plus de 1,50 m, 2 mètres, en fait, ça va entre 1 et 2 mètres, à ce moment-là, c'est bon. Bon. L'analyse montre que ça ne marche pas, puisque je vous donnais les exemples de restaurants, les exemples en fait de bus. Les gens, quand on a pu l'étudier précisément, on avait une personne contaminée et les personnes proches parfois de cette personne contaminée n'étaient pas contaminées, alors que des personnes en fond de bus ou en début de bus, elles l'étaient. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les personnes près des fenêtres, quand les fenêtres du bus étaient ouvertes, ces personnes-là n'étaient pas contaminées. Donc, et dans ce cas-là, la distance n'est pas suffisante, puisque c'est aéroporté et que c'est toute la pièce qui se passe. D'où le fait de l'aération, et en particulier dans les endroits clos. Alors, la problématique, c'est effectivement comment on va diminuer cette contamination. Comme je l'ai dit, si elle est manuportée, c'est lavage des mains et on lave les courses. On est à peu près convaincu actuellement, en fait, le faisceau de présomption, c'est que ce type de contamination manuportée n'est pas la contamination majoritaire. Les grosses gouttelettes, ça induit que pour diminuer en fait la contamination par grosses gouttelettes, je maintiens une certaine distance entre deux personnes. Voilà. Et aéroporté, ça veut dire que effectivement, je dois, dans le cas des grosses gouttelettes aussi, je porte le masque. Et surtout, on évite les endroits clos. Et je reviendrai là-dessus. On aère le plus possible. Alors, l'idée d'aération, c'est cette idée de trou dans la baignoire, c'est-à-dire en fait de diminuer en permanence la quantité de virus dans une pièce. Et une manière de voir si l'aération d'une pièce est bonne ou pas, parce qu'on n'a pas de généralisation, c'est de mesurer la quantité de gaz carbonique qu'on a dans une pièce. Puisqu'en fait, si on a quelqu'un de contaminé qui respire, qui génère du virus, en même temps, en fait, c'est proportionnel à la quantité de CO2 en fait, qu'il peut exhaler. Et de manière générale, donc, si la pièce est bien aérée, on va avoir en fait le niveau de CO2 qui va rester constant ou qui va baisser si on est à un certain niveau élevé. Ce niveau de CO2 dans une pièce se mesure en parties par million, ppm. Le taux normal dans une pièce est de 400 à 600 ppm. On peut monter jusqu'à 6000 ppm, et là, c'est la limite pour sentir les odeurs corporelles. On sait qu'on est dans des conditions de sécurité quand on est en dessous de 1000 ppm. Tu ne vas pas dessus, non. Pardon ? Oui. Et donc, en fait, un détecteur de CO2 qui coûte en fait une cinquantaine d'euros permet de vérifier dans une pièce si on est dans des conditions où l'aération de la pièce, compte tenu aussi du nombre de personnes qu'il y a dans la pièce, permet un renouvellement de l'air suffisamment rapide. L'autre point qui commence à être mis en place au niveau des EHPAD, ce serait idéal d'avoir une idée de qui sont les hypersécréteurs très rapidement. Donc, ce qu'on essaie en fait d'avoir, mais là, les réponses ne sont pas encore en fait, ou les données ne sont pas encore suffisamment fortes, mais la logique, c'est que quelqu'un qui est hypersécréteur, c'est quelqu'un qui génère beaucoup de virus dans son nez, dans sa gorge. Or, quand on fait une mesure PCR, ce que le laboratoire rend, c'est positif ou négatif.
C'est un seuil, à partir d'un seuil. Mais en fait, quand on fait une mesure de PCR qu'on appelle PCR quantitative d'ailleurs, on a une mesure de la quantité de virus qu'il y a dans la fosse nasale de quelqu'un qui est contaminé. Et si on a donc une information qui n'est pas encore totalement utilisée actuellement, qui est la mesure quantitative de virus chez une personne donnée. Et si on était capable en plus d'avoir cette mesure dans un temps très rapide, qui sont en fait les tests rapides actuellement qui commencent à être développés, enfin, non seulement développés, mais distribués soit dans les pharmacies, mais qui sont de plus en plus au niveau des EHPAD, on pourrait en fait détecter très rapidement en fait les personnes qui potentiellement seraient des hypersécréteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là où je viens sur ce qu'a fait Almodovar. En fait, si vous êtes dans une pièce, alors, ce qui a été développé aux États-Unis dans un laboratoire, c'est un modèle permettant de prédire la probabilité d'être contaminé dans une pièce quand il y a en fait un sécréteur et qu'en face, il y a des personnes susceptibles d'être contaminées. Alors, quand on fait un modèle, on construit en fait une fonction de prédiction, et c'est comme pour la météorologie, et on cale en fait le modèle par rapport en fait à toutes les observations qui ont été faites par ailleurs. Donc, on a eu tout un tas d'observations pendant au niveau Asie, pratiquement en janvier-février, puis ensuite au niveau mondial pendant la deuxième vague. Et en fait, le modèle a été calé par rapport en fait à les observations qui ont été faites de contamination où on a pu remonter les chaînes de contamination et spatialement regarder exactement comment ça se passait. Donc, un modèle a des limites, mais ma conviction, c'est que celui-là est assez bien calé, représente à peu près en fait ce qui se passe dans la réalité. Donc, si on est dans une pièce en fait style salle d'attente ou salle de prof, salle d'attente en fait au niveau médical, il y a une personne contaminée qui est la personne en rouge, et au bout de 4 heures, l'ensemble, et si c'est un sécréteur qui fait partie des 30% des sécréteurs qui vont être contaminants, enfin fortement contaminants, au bout de 4 heures, en fait, pratiquement toutes les personnes dans la salle sont contaminées. Si ils portent des masques, on va diminuer la contamination, mais 4 heures, même avec des masques qui ne sont pas totalement étanches, etc., va conduire aussi à une contamination. Ce qui est mis en exergue ici, et troisième point, si en fait on met une ventilation et qu'on reste moins longtemps, donc au lieu de rester 4 heures, on reste 2 heures, on diminue très très nettement en fait le niveau de contamination. Je vous montrerai sur les autres, enfin je prendrai les autres visualisations qui ont été faites dans El País. Et l'idée de base, c'est le temps où on reste dans un endroit clos. Le fait de porter de masque, en fait, diminue le niveau de sécrétion par le patient zéro, diminue la quantité de virus qu'on reçoit et donc sa susceptibilité à être contaminé. Ce qui apparaît pour l'instant, c'est que la ventilation est en fait quelque chose qui n'est pas cher à mettre en œuvre et qui en plus a un effet assez important. Alors, c'est ce qui se passe en Allemagne où l'État allemand, enfin Angela Merkel, ont débloqué un budget pour équiper, en particulier dans les écoles de détecteurs, et pour en fait avoir une focalisation sur ce problème d'aération et de ventilation. Dans un bar avec une capacité même limitée, ben, c'est la même chose. Une personne porte de masque, on reste 4 heures, le niveau de contamination est important. On le diminue avec le port de masque, on le diminue très nettement avec une ventilation qui renouvelle l'air, en gros, de l'ensemble de la pièce. Le renouvellement de l'ensemble de l'air
étant entre 30 minutes et 1 heure. Et comme je disais au départ, se mesure très facilement avec un détecteur CO2. Dans une classe, ben, si on considère en fait que c'est l'enseignant ou un des adultes en fait qui est le patient zéro, ben on a le même phénomène. Donc, après 2 heures sans masque, sans geste barrière, ben, il y a une contamination assez importante. Avec les masques, on diminue, et avec l'aération, en fait, on augmente totalement cette possibilité de diminution de la contamination. Donc, j'avais mis en fait dans le diapo le lien vers l'estimateur de cette transmission et comment elle avait été mise en place. Donc, j'ai essayé, alors, sur cette première partie, de définir un peu ces niveaux de contamination. Je vais passer très rapidement, pour être un peu dans les temps et laisser. Qu'est-ce qu'on a en fait comme consensus sur la maladie actuellement? Alors, dans la plupart des… Pour être simple, en fait, au départ, on est contaminé par un virus. Ce virus va déclencher notre système immunitaire et notre système aussi de coagulation. Et en fait, c'est comme un interrupteur, et ce système va, pour parler vulgairement, partir en vrille, en fait. C'est-à-dire il va y avoir un emballement du système immunitaire et du système de coagulation. Donc on passe en fait d'une maladie virale au départ à une maladie du système immunitaire et du système de coagulation, parce que les symptômes graves se continuent même si le niveau viral ou le virus a pratiquement disparu de l'organisme. Il y a un deuxième problème qui est apparu plus récemment, c'est on s'est focalisé sur les symptômes sévères, c'est-à-dire qui touchent plus particulièrement les personnes âgées. Et on commence maintenant à s'apercevoir que même chez des malades, des personnes contaminées qui ont eu des symptômes modérés, il y a des symptômes à long terme qui sont en train d'être objectivés. Donc, ce que j'ai c'est la diapositive qui suit. J'ai essayé, alors c'est une diapo compliquée, je pense que, mais pour un individu, chaque individu a une capacité à être infecté. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un seuil réellement de virus dans une pièce qui va donner infection ou qui va donner une infection ou pas d'infection vis-à-vis d'une autre personne. Chaque personne a une susceptibilité face à une certaine concentration du virus à être infectée ou pas. Ce qui explique probablement d'ailleurs pourquoi, selon les âges et selon la vie immunitaire de chaque individu, eh ben, il va y avoir des personnes qui vont être facilement infectées et d'autres pas du tout. Donc le virus en fait est capté par un récepteur, par une cellule au niveau de nos cellules épithéliales du nez. Il infecte, il colonise cette cellule et il la détourne de son mécanisme normal, c'est-à-dire que cette cellule va devenir une industrie à produire du virus. Et là, chaque individu, donc c'est sur c'est sur cette partie-là, chaque individu a une capacité à infecter parce qu'il a une capacité à faire beaucoup de virus et à sécréter. C'est là où on distingue en fait les hypersécréteurs parmi ceux qui peuvent peu ou pas sécréter. Ça dépend de beaucoup de… Il y a énormément de mécanismes qui permettent en fait à un individu, qui expliquent pourquoi un individu ne sécrète pas beaucoup de virus, et deux,
quand le virus arrive à son niveau du nez, va mettre en œuvre son mécanisme immunitaire local pour se débarrasser le plus vite possible du virus. Bon, il semble que, en particulier quand on est jeune, on se débarrasse plus facilement du virus que quand on a plus de 65 ans. Et après, il y a un continuum entre ces deux extrêmes. Si on n'arrive pas à se débarrasser du virus rapidement, ben, le virus migre vers les poumons et c'est là en fait où le système immunitaire va être activé et que dans certains cas, certains individus n'ont plus la capacité à gérer la pathologie, n'ont pas la capacité à faire revenir leur système immunitaire, une fois qu'ils se sont débarrassés du virus, de les faire revenir en fait à l'état antérieur. Donc on a individuellement trois spécificités: la capacité à être infecté, la capacité à infecter et la capacité à gérer la pathologie. Et dans les traitements, moi, je ne voudrais pas en parler, mais je ne vais pas en parler longuement, puisqu'en fait, ça fait l'objet actuellement de beaucoup d'informations. Mais si on part sur cette idée-là, c'est au départ, la prévention, c'est d'essayer de ne pas être infecté. Et donc, c'est toutes les mesures non pharmacologiques qu'on peut mettre en œuvre. Et ce sur quoi j'ai insisté, c'est autant le masque que l'aération. Ensuite, en fait, la capacité à infecter, c'est une fois que je suis infecté, est-ce que je vais devenir contaminateur? Et donc, c'est l'idée de tester, tracer, isoler. C'est dans cette stratégie-là aussi, le plus important, sur lequel la focalisation n'est pas encore totalement faite, c'est de tracer, si on peut le faire, les hypersécréteurs le plus rapidement possible. Et au point de vue symptomatologie sévère, et c'est ce qui a fait l'objet d'énormément de travaux et des petits pas qui ont amélioré, en fait, qui ont fait diminuer le niveau de mortalité par rapport à la première vague, c'est de comprendre comment le système immunitaire, en fait, s'emballe, comment le système de coagulation s'emballe, etc., et de pouvoir traiter au cas par cas, en fonction des spécificités des individus, en fait, cette symptomatologie sévère. Et dans les conclusions, si on veut vivre avec le virus, c'est comment diminuer au maximum, c'est le principe de prévention. Alors là, sur ce stage, il y a une focalisation sur le masque, ok, c'est pour ça que j'ai rajouté un peu l'aération. C'est une fois que vous êtes contaminé, c'est comment traiter. Alors, c'était les antiviraux. Alors, les antiviraux qui peuvent marcher, ça va être en fait les vaccins en amont et ce qu'on appelle les monoclonaux un peu en aval quand on a le virus. Et quand on arrive en fait aux symptomatologies sévères, on en est en fait à une utilisation qui est de plus en plus raisonnée actuellement d'anti-inflammatoires et d'anticoagulants. Le point qui, moi, me semble important, mais qui commence à être un peu étudié parce que c'est plus sur du long terme, c'est quelles sont les séquelles qu'il pourrait y avoir sur le post-Covid et qui fait qu'en fait, il n'y a pas que les personnes âgées qui sont en fait la cible de cette maladie, ça peut toucher tout le monde, sauf que ça ne se verra pas au niveau de la mortalité, mais dans en fait les séquelles possibles qui peuvent avoir sur un temps qui dépasse en fait les 2, 3, 4 mois. Et idéalement, c'est utiliser les leçons de ces épidémies pour améliorer l'anticipation et améliorer en fait et avoir une politique d'anticipation permettant de ne pas générer une crise sociale et une crise économique telle que l'on peut s'attendre à la suite de la crise sanitaire. Je m'arrêterai là. Je pense que j'ai pour essayer d'être dans les temps. Merci de votre attention et puis ouais, je suis prêt à répondre en fait aux questions à la limite de mes compétences.
Alors, on a eu plusieurs questions, effectivement, pendant votre présentation. Donc, première question, est-ce que crier et chanter, comme on le fait beaucoup à l'école, a le même effet que quand on parle? Est-ce que c'est un facteur aggravant? Je pense en fait que les deux autres intervenants reviendront, mais les mesures de gestion de postillons montrent qu'en fait, on génère plus de brume lorsqu'on on crie, on chante, respectivement. On en génère plus que lorsqu'on parle et plus que lorsqu'on respire. Donc, si on veut, c'est je dis, un des paramètres aussi importants, c'est le fait de rester longtemps dans un endroit clos. Donc, si on chante, ben, il faut, et je reprends le truc d'aération, il faut aérer encore plus que si on respire, d'une certaine manière. Très bien. Alors, deuxième question. Qu'en est-il de la contamination par les yeux? On n'en entend plus parler depuis longtemps. Alors, c'est là où on arrive en fait aux limites de compétences parce que enfin, dans l'épithélium, enfin, au niveau des yeux, il y a possibilité effectivement d'être contaminé. Alors, je reste là, on arrive aux limites de mes connaissances et compétences. Pour pouvoir rentrer dans une cellule, il faut qu'il y ait le récepteur qui reconnaisse le virus. À ma connaissance, je crois qu'en fait, l'expression du récepteur permettant de reconnaître le virus et qui est la porte d'entrée du virus dans la cellule existe peu au niveau des yeux, sous réserve. Ouais. C'est vrai que les soignants, quand ils se retrouvent, ils sont avec sur blouse, etc., et des lunettes. Mais dans tout ce que j'ai lu pour l'instant, je n'ai pas vu qu'il y avait, mais peut-être parce que ça n'a pas été étudié en détail, hein, je n'ai pas vu qu'il y avait une contamination forte par le virus arrivant au niveau des yeux. Alors, autre question. La ventilation d'une pièce, est-ce qu'elle ne peut se faire qu'avec la fenêtre ou l'ouverture de la porte d'une salle permet également le renouvellement de l'air dans la pièce? Idéalement, il faut qu'il y ait en fait un flux. Donc, ça peut être en fait une ventilation mécanique à condition que l'air qu'on renvoie dans la pièce soit exempt de virus. Il y a deux manières en fait de purifier l'air, c'est soit de le faire passer dans un filtre, soit de le faire passer, soit de tuer le virus avec une lumière UV. Donc, soit les pièces au niveau, alors c'est les mêmes problèmes au niveau université, soit les pièces dans lesquelles on travaille en fait sont équipées d'une ventilation mécanique. Et cette ventilation mécanique va chercher de l'air à l'extérieur pur. C'est ce qui se passe aussi dans les TGV ou dans un certain nombre de transports. Idéalement, si on renouvelle l'air sans aller en chercher à l'extérieur, il faudrait en fait purifier entre guillemets l'air. Et ensuite, la question, est-ce qu'il faut ouvrir portes et fenêtres? Idéalement, oui. Sauf qu'en hiver, en fait, quand vous faites ça, il y a un problème en fait de température. Donc, c'est pour ça que le détecteur CO2 va être une mesure de la qualité de la ventilation. Il y a un autre point dont je n'ai pas parlé, mais je pense que la plupart, enfin, je ne sais pas si en tant qu'enseignant, on le connaît un peu, mais plus la concentration de gaz carbonique est importante dans une pièce, ça n'a rien à voir avec le virus, mais plus on diminue un certain nombre de capacités cognitives. Donc, plus on baisse, enfin, un des avantages aussi d'une bonne ventilation avec diminution de CO2, c'est d'améliorer les capacités cognitives, en particulier les capacités d'attention. Donc, ça serait de manière générale intéressant d'avoir en fait une bonne ventilation dans les salles de cours et que cette ventilation, ça ne soit pas simplement de dire on aère chaque 15 minutes ou 20 minutes, mais de pouvoir vraiment en fait l'objectiver et la mesurer.
Alors, autre question. Si j'attrape, alors ça, je ne sais pas si ça ne va pas être vous, à mon avis, qui va répondre à cette question. Si j'attrape le Covid, est-ce qu'il y a une chance pour que ce soit reconnu comme accident du travail? Je pense qu'il faudra qu'on voit avec plutôt la médecine du travail, à moins Ouais. que vous ayez une réponse. Non, non, j'aurais pas de réponse. C'est ça, je sais qu'au niveau du SNESUP, on l'a travaillé au niveau juridique parce que dans la fonction publique, euh, c'est c'est presque moins clair. Enfin, c'est moins clair, où il y a moins de textes. Il y a un certain nombre de textes qui ont été établis, y compris pour les personnes sensibles à risque, etc., au niveau des entreprises, enfin, dans les conventions collectives d'entreprise, entre autres, enfin, les discussions. Au niveau fonction publique, je crois qu'il y a un grand vide juridique. Oui, effectivement. Et donc, sur l'aération, on a des questions effectivement sur le vestiaire de la piscine, où c'est impossible d'aérer, le gymnase également. Donc, ce sont des… Et la piscine, est-ce que la piscine est un milieu qui est plus à risque également ou pas? Comme Je ne c'est un pourrais milieu… absolument pas répondre sur la piscine. Les salles de sport, en général, sont considérées à risque, mais je pense que c'est tous les moments, globalement, où on se trouve. Alors, ça peut être en fait au niveau des douches ou des vestiaires. C'est quand on se trouve dans un endroit clos, avec une densité de population importante, et qu'on y reste suffisamment de temps. C'est sans que ça soit aéré, quoi. Donc, des grandes pièces avec les plafonds très hauts, il y a une sorte de dilution. À partir du moment où on a un grand volume, il y a une forme de dilution importante. Donc, à partir du moment où on a un phénomène de dilution, on diminue quand même les probabilités et le risque. Ok. Alors, autre question. Est-ce que l'ouverture en oscillobattant est suffisante pour aérer correctement la salle? Ben, là, je reviens, c'est que la discussion avec les physiciens, c'est que de manière générale, c'est que c'est impossible d'avoir, enfin, c'est pas possible d'avoir ce type de réponse si on n'a pas une mesure dans la pièce. Donc, peut-être pour une pièce donnée et selon le volume de cette pièce, etc., c'est suffisant, ou peut-être ça ne l'est pas. Et donc, je répète de nouveau, c'est d'une certaine manière, il faut vraiment avoir un observable qui permette d'objectiver réellement la qualité de l'aération. Et le moins cher et le plus utile, enfin le plus simple à mettre en œuvre, c'est la mesure de gaz carbonique. C'est-à-dire si j'ouvre mon oscillobattant et ma quantité de gaz carbonique diminue pas, ben, ça veut dire que l'oscillobattant suffit pas. Si en ouvrant l'oscillobattant, je vois que ma quantité de gaz carbonique diminue, ben, c'est parfait. On avait la question en maternelle. Alors, je retrouve la question. Est-ce qu'en maternelle, comme les enfants n'ont pas de masque, Ouais. alors, impression précisément, je l'ai perdu. Avec les enfants sans masque, la ventilation, est-ce qu'elle suffit pour qu'on ne soit pas tous contaminés? Alors, il y a deux questions, à mon avis, dans cette question, et je vais être prudent. La première question, c'est dans la chaîne de transmission, est-ce que ça va des enfants vers les adultes, majoritairement ou pas, ou des adultes vers les enfants? Alors, pour l'instant, je pense que c'est une question qui n'est pas totalement tranchée pour pas mal de raisons, globalement. Mais il y a un certain nombre d'articles qui vont plutôt, disent plutôt, il y a un faisceau de présomption, je dirais, ça va plutôt des adultes vers les enfants. Et les enfants sont d'autant moins contaminants qu'ils sont jeunes. D'où la discussion, quoi, enfin, les informations qui passent depuis quelques jours, à savoir que si il faudrait fermer lycée, puisqu'en fait, entre lycée et université, il n'y a pas tellement de différence, et c'est un âge en fait où la contamination est totalement symétrique entre adultes et ados, quoi. Collège, c'est une question, et
primaire et maternelle, ça serait de les laisser ouvertes avec l'idée effectivement que les enfants sont moins contaminants. Mais ils sont quand même vecteurs éventuellement, c'est-à-dire que s'ils se font contaminer, ils peuvent amener en fait leur contamination dans leur milieu familial. Et là, ça va dépendre de nouveau de la densité au niveau du milieu familial. Ce qui a été montré, alors de manière de plus en plus claire, c'est que la contamination, elle frappe dans le milieu familial quand l'espace, enfin la surface de l'appartement, plus la surface de l'appartement ou le nombre de mètres carrés par personne est petit, plus on a une chance d'être contaminé. Alors ça a été extrêmement bien étudié, entre autres, en fait, à New York. Enfin, c'est un certain nombre d'enquêtes qui sont à la limite entre sociaux, épidémiaux, etc., où on regarde en fait les niveaux de contamination selon les quartiers et en regardant en fait quelles sont les variables qui explicitent ces taux de contamination. Et il y a la variable sociale est extrêmement importante. Okay. Alors, au niveau des questions, il y avait encore au niveau du jour de carence. Alors là, c'est pareil. Agathe, tu veux peut-être répondre pour le jour de carence et le Covid? Attends, il faut que je la voie. Elle est où la question? Covid et jour de carence, qu'en est-il? Donc, je pense que la question, c'est est-ce qu'on a un jour de carence quand on est déclaré malade Covid? Normalement, non, en fait, puisque normalement, il y Si, avait… actuellement, si. On a, c'est pas comme au premier confinement. Actuellement, il y a un jour de carence. Lors du premier confinement, il y avait effectivement, comme on était en urgence sanitaire, il n'y avait pas de journée de carence qui était appliquée, ce qui n'est pas le cas pour cette deuxième vague de confinement, mais c'est en discussion entre les organisations syndicales et l'exécutif, parce que c'est complètement… enfin bon, déjà, on est opposé au jour de carence, mais dans cette situation sanitaire, encore plus. Mais actuellement, c'est le cas. Par contre, de manière paradoxale, si vous êtes si vous vous faites tester, ben là, vous n'avez pas de jour de carence. Vous êtes en autorisation spéciale d'absence pour, si par exemple vous êtes cas contact, là, vous n'avez pas de journée de carence. Voilà, il y a un paradoxe parce que là, vous êtes placé en ASA pour cette journée-là, et ce qui n'est pas le cas si vous êtes positif au Covid. Mais encore une fois, c'est en cours de discussion. Voilà. Merci. Oui, il y avait justement la question pour les cas contacts. Autre question, il a été dit dans les médias que ce virus se dégrade plus vite avec la chaleur. Donc, l'idéal serait-il un chauffage plus élevé, plus la fenêtre et la porte ouvertes pour créer le flux? Voilà, donc ce n'est pas très économe en énergie, mais à situation exceptionnelle, action efficace si besoin. Alors, je ne suis pas certain en fait que ça soit ce que j'appelle en fait une connaissance confirmée. Il y avait l'idée effectivement qui allait dans une forme de saisonnalité, quoi. C'est-à-dire que la chaleur pouvait tuer le virus. Alors, si je me rappelle bien, mais là aussi, il n'y a pas de données, enfin, ou les données qui ont été mesurées, ou les mesures de la survie du virus dans différentes conditions ne semblent pas montrer en fait que la chaleur ait un effet un effet très probant sur la cinétique ou la durée de vie du virus. Alors, on a impliqué l'humidité. On a impliqué d'autres variables. Pour l'instant, ce qui fait que le virus circule moins plutôt en été qu'en hiver, c'est plus parce qu'on est dehors qu'enfermé dedans, quoi. Donc, le fait de chauffer à mort une salle en laissant les fenêtres ouvertes, je ne suis pas sûr que ça soit nécessairement une bonne solution.
Ok, très bien. Donc, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Donc, si vous avez encore des questions qui n'ont pas de réponse, n'hésitez pas à écrire parole dans le chat et on vous donne la parole directement. Pas de questions pour personne? À savoir, nous, on fait un récapitulatif des questions et réponses comme ça. C'est un document auquel vous pourrez vous référer par la suite. Et surtout pour les collègues qui n'ont pas pu participer à la journée, ils seront quand même destinataires de ce document-là. Oui, et Catherine Bensaïda nous dit, n'oublions pas que les petits-enfants maternels et élémentaires ne peuvent pas se garder tout seuls. Effectivement. Bon, ben, je crois que c'était clair pour l'exposé. Est-ce que… Si vous avez d'autres questions, même plus tard, enfin, on a tous un esprit d'escalier, entre guillemets, enfin, vous pouvez je peux essayer d'y répondre en fait en décalage, en décalé, en asynchrone. Merci. Pardon, Jean-François Clerc, j'arrive pas à écrire par mail. Et je voulais savoir comment mesure-t-on le gaz carbonique? Est-ce que les écoles sont dotées de tels appareils? Ouais, la mesure du gaz carbonique se fait, enfin les détecteurs gaz carbonique se font très simplement, hein. Enfin, c'est soit une utilisation d'une absorption par infrarouge, enfin, c'est un détecteur à base d'une lumière infrarouge. On trouve ça même en fait sur n'importe quel magasin presque de bricolage, enfin, ou à l'extérieur, et ça coûte une cinquantaine d'euros. Est-ce que les écoles sont équipées et les universités sont équipées? À ma connaissance, la réponse pour l'instant est non. Mais c'est très facile à faire. Et là, il y a une vraie volonté politique ou pas. C'est pour ça que je citais l'Allemagne, où en Allemagne, en fait, a été débloqué un budget pour pouvoir équiper le plus possible les écoles, les universités en détecteurs gaz carbonique. Alors, on a encore eu une question. J'ai lu dans l'une de vos publications que les enfants en bas âge étaient moins contaminants pour nous adultes, pardon, parce qu'ils ne sont pas au même niveau que nous. Enfin, c'est pas une de mes publications, là, c'est une publication probablement. C'est possible. C'est une hypothèse, oui, possible. Moi, je pense, en fait, on peut penser plusieurs choses. Une des choses, c'est que les présomptions, enfin, ce qui a l'air de se passer, c'est qu'ils sont capables, en fait, de se débarrasser du virus beaucoup plus facilement que nous, qu'un adulte, je dirais, au niveau déjà du nez, quoi. Alors, après, il y a plusieurs hypothèses qui expliciteraient ce fait. Et là, de nouveau, je pense que les connaissances ne sont pas suffisamment certifiées pour pouvoir… enfin, elles font partie de ce qu'on appelle la disputatio dans la communauté scientifique, c'est-à-dire c'est en discussion. Et à partir du moment où il y a des discussions, il y a un certain nombre d'hypothèses. Ces hypothèses, en fait, il faut un certain temps pour mettre en place en fait, les expériences pour les tester, infirmer ou confirmer, quoi. Si je mettais une hypothèse actuellement, c'est le système immunitaire en fait, des enfants et peut-être parce qu'ils ont eu aussi un certain nombre de rhinites à coronavirus avant, hein, ils sont plus capables localement au niveau nez-gorge de se débarrasser du virus. Il y a une question, est-ce que ce serait intéressant de s'équiper en purificateur d'air? C'est une question qui a été posée avec le fait que Jean-Michel Blanquer a dit que ce n'était pas du tout utile et en étant un peu sarcastique à partir du moment où il a dit ça, donc on peut penser que c'est vraiment très utile. Mais après, il y a eu un certain nombre, alors c'est une plaisanterie au deuxième degré, si on veut, puisque la plupart des choses que Jean-Michel Blanquer a dit se révèlent plus ou moins fausses. Donc on peut prendre en fait l'inverse de ce qu'il dit comme étant vrai. Mais il y a eu un certain nombre de tests pour savoir, on ne peut pas dire, faut prendre, c'est toujours un peu pareil, on ne peut pas prendre un purificateur d'air, point, quoi. Il y a un certain nombre qui ont été testés pour savoir s'ils étaient capables ou pas d'enlever le virus. Bon. Alors,
il y a un point aussi. Au niveau des masques, on a je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a eu en fait une forme de discours qui est de dire, enfin, de considérer que le masque était un filtre. D'accord ? Et donc, on a eu en fait des discours entre guillemets complotistes ou confusionnistes qui étaient de dire si c'est un filtre et comme le virus est très petit, donc comme une sorte de passoire, ça empêcherait les molécules d'air de passer, donc on ne peut pas respirer. En fait, le masque ne fonctionne pas du tout comme un filtre avec le virus, il marche comme un système qui absorbe le virus. Donc, il y a au moins une couche dans le masque, une couche de matériel qui est la couche N-tissée, un peu comme une polaire. Donc, c'est comme si, en fait, vous avez une toute petite sphère qui se promène au hasard et qui va se cogner contre les fibres du tissu. Et lorsqu'elle se cogne contre les fibres du tissu, le but est que ce tissu, entre guillemets, enfin, ou ce matériel, soit capable d'absorber et de fixer le virus. Donc, ça empêche les mailles globalement, ou les trous dans le masque sont suffisants pour qu'on puisse respirer. Et par contre, en fait, l'optimisation, c'est de faire en sorte que ça absorbe au maximum en fait, le virus. Et plus ce matériel et les différentes couches en fait, qui sont utilisées pour fabriquer un masque sont optimisées, plus on va avoir une absorption du virus au niveau du masque. Dans un filtre, dans un purificateur d'air, c'est le même principe. On essaie de faire en sorte d'absorber le virus et on a une capacité du filtre qui est importante. Donc, à un moment donné, le virus s'absorbe, il va mourir au bout d'un certain temps, ou bien on va en fait prendre le filtre aussi d'un certain temps, le désinfecter par X méthode, ou le jeter et le remplacer. Donc un purificateur d'air, selon la manière dont il est construit, va être plus ou moins efficace. Mais les tests et les normes sont faits pour savoir si un purificateur d'air va être efficace ou pas. C'est ce qu'ont fait aussi les Allemands actuellement, mais pas que les Allemands. Quoi. On a un certain nombre de pays qui ont mis en place une politique sur l'aération. Ben, il y a ce type de mesures qui ont été faites. Et du coup, on a une question sur les masques, tissus ou non. Combien de lavage avant qu'ils ne soient plus efficaces? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'aération. Il faut pouvoir en fait mesurer son efficacité. C'est-à-dire, on ne peut pas dire tel masque, vous l'avez 15 fois, c'est toujours efficace, etc. C'est testé. On s'est aperçu, c'est intéressant, il y a une visio qui est parue il y a 2-3 jours et un article, alors je ne sais plus si c'était dans Le Monde ou de Garin. Garin, c'est un prof de Grenoble qui, dans la première vague, a essayé de dire porter des masques, même s'ils ne sont pas terribles, et il avait donné un tuto pour faire des masques en papier de manière très simple. Et là, en fait, ce qui a été fait récemment, c'est de montrer qu'on pouvait prendre les masques chirurgicaux, même les masques chirurgicaux, les laver, les repasser. Et en fait, on pouvait le faire au moins 10 fois parce que ça a été testé. Et dans certains cas, en fait, le lavage même, enfin, au bout d'un ou deux lavages, pour certains types de masques, on a une amélioration des niveaux de filtration, enfin des niveaux d'absorption du virus et de filtration du virus. Donc, j'ai pas de comme tout, il n'y a pas une réponse unique. Ça va dépendre du type de masque que vous avez. Et donc, est-ce que le masque tissu ou chirurgicaux, est-ce qu'ils ont la même efficacité l'un que l'autre? Et autre question sur le masque, qu'en est-il de la polémique sur les masques tissus d'éducation nationale contaminés par une substance dont on a oublié le nom? Alors, je ne sais plus, je crois que c'était… Formaldéhyde. c'était l'aluminium, non? Non, ce n'était pas l'aluminium, c'était la zéolite. Zéolite d'argent, c'est ça. Ouais. Toujours pareil, je pense, enfin, je pourrais pas répondre en fait à ce type parce que je connais pas qu'est-ce qui a été fait comme mesure là-dessus. La comparaison des masques entre eux, enfin, il y a deux paramètres importants. Donc, c'est un, est-ce qu'on absorbe plus ou moins le virus? Ça se mesure. Et le deuxième paramètre, c'est est-ce que en fait le masque constitue une zone étanche autour du nez et de la bouche?
globalement, le masque, physiquement, c'est une sorte de mini-confinement. Enfin, c'est un confinement personnel. Et à partir du moment où la contamination se fait majoritairement via, enfin, l'entrée du virus se fait via le nez et la bouche, ben, est-ce que le masque va faire une zone étanche au niveau nez-bouche? Alors, dans ces deux paramètres, le masque tissu, le masque chirurgicaux, ils ne sont pas totalement étanches de côté. Le masque le plus étanche sur le côté, c'est les masques FFP2. C'est pour ça que ça fait un peu mal aux oreilles. Il y a différentes manières, en fait. Enfin, il y a des manières plus ou moins faciles, mais c'est parce qu'on le plaque fortement au visage, on a sur le côté là, en fait, une étanchéité. Ensuite, qu'est-ce qui absorbe le mieux le virus? Ben, dans le masque tissu, c'est des matériaux qu'on appelle intissés, donc plus c'est des polaires, quoi. Donc un masque tissu qui est bien, c'est un masque qui a euh, trois, trois types de matériaux. Au milieu, il y a un matériel intissé. À l'extérieur, il y a un matériel hydrophobe qui est en fait, d'une certaine manière, empêche une sorte de barrière la physique en fait à l'entrée du virus, et à l'intérieur on a quelque chose en fait plus ou moins hydrophile permettant en fait d'absorber nos propres postillons. En fait c'est comme une couche culotte quoi, en fait au départ. Alors selon la manière dont c'est fait, ben, le masque tissu peut être moins efficace que le masque chirurgical ou aussi efficace et parfois plus efficace qu'un masque chirurgical. Voilà. Mais c'est au cas par cas. Et donc, je ne peux pas répondre en disant de manière générale, ça marche pour tous, etc. Bon, après, sur les toxicités qu'il peut y avoir, pareil, là, moi, je ne peux pas répondre ça parce que, en fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des mesures des analyses chimiques fines pour savoir, en fait, est-ce que certains masques, il y a eu l'histoire avec les masques DIM, quoi. Mais est-ce qu'en fait, ils rejettent une quantité toxique de produits X, Y ou Z? Je ne sais pas. D'accord. Alors, on avait encore une question. Alors, ce sera peut-être pour le docteur Perifonta. Je suis très essoufflée avec le masque en maternelle. Avez-vous des solutions? Et ça, je pense que les deux autres interventions vont répondre à ce type de Il va falloir questions. attendre. Mieux que Et moi. sinon, on avait une question sur l'Allemagne. Alors, les Allemands, est-ce qu'ils imposent le masque dès 6 ans? Est-ce qu'on a déjà un peu de recul sur les avantages et les inconvénients? Risques pour les enfants, surtout dans les milieux où l'hygiène et les gestes barrières sont compliqués à être compris et appliqués. Je laisserai répondre aussi les, les deux intervenantes, Alors, parce que je pense que ça s'adresse beaucoup plus à elles, quoi. On a eu une réponse par Blandine qui nous indique qu'elle habite en Allemagne, son mari est prof là-bas et qu'il n'y a pas de masque à l'école élémentaire. Et on avait une question aussi sur la lumière bleue ou UV. Est-ce qu'elle est efficace, facile d'installation? Alors, elle est facile d'installation et alors c'est, enfin, lumière bleue UV, oui, en fait, c'est, on a des données en fait qui permettent de dire quelle est la quantité d'UV, c'est-à-dire en fait l'énergie de la lampe nécessaire et le temps nécessaire pour tuer le virus. Donc ces données-là, en fait, ont été accumulées et on sait exactement qu'est-ce qu'il faut. Donc, si on est dans les bonnes conditions d'exposition, donc faire passer l'air dans un tube, dans un tuyau dans lequel qui est exposé à une certaine quantité d'UV, oui, c'est efficace. D'accord. Et facile d'installation du coup? C'est pas très difficile d'installation. C'est l'appareil, c'est une volonté en fait de dire ben, on le fait et puis de regarder
qu'est-ce qu'on a dans un environnement donné pour pouvoir, en fait, et quelles sont les difficultés dans un environnement donné pour le faire. Ça dépend si on a déjà une ventilation, pas une ventilation, etc., quoi. D'accord. On avait encore une autre question sur les risques physiques liés au port du masque par les enfants. Est-ce qu'il n'est pas complètement aberrant de devoir porter le masque durant la récréation si l'on considère qu'à l'extérieur, il y a peu de risques d'être contaminé? Et donc, est-ce qu'il y a des Alors, risques physiques pour les enfants à porter ce masque en continu? alors, ça, je laisserai aussi les deux autres interventions. Le point, c'est à l'extérieur, on a en principe un renouvellement d'air rapide. Donc, la contamination à l'extérieur, elle est plutôt grosse gouttelette, plutôt qu'aéroportée. Donc, à l'extérieur, je dirais, enfin, de manière très grossière, mais à l'extérieur, si les distances sont, si la distance est maintenue, ben, effectivement, on diminue la probabilité de contamination. D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, des questions que vous aviez posées auxquelles on n'a pas répondu? Et puis, n'hésitez pas, hein, vous pouvez écrire parole dans le chat si vous voulez prendre directement la parole. Il y a encore une question sur la distanciation en récréation. Ah oui, je Oui. sais. C'est pour ça, on est toujours sur un système en fait qui est enfin, il y a toujours avantage inconvénient quoi dans le truc. Je sais bien que dire que faire de la distanciation, en fait, à part jouer à 1, 2, 3 soleil ou trouver des jeux qui mettent en place ces distanciations, après, enfin, moi, j'ouvre un peu sur un côté plus militant, quoi. Je pense qu'on peut faire de la recherche-action et impliquer en fait les acteurs dans une sorte de recherche au fur et à mesure, quoi. Enfin, y compris locale. Bon, c'est pas quelque chose qui fait partie de la culture française nécessairement. Je crois qu'ensuite, il faut regarder ce qui se passe justement dans les pays à côté, en particulier l'Allemagne, et de regarder, ils ont parfois un peu plus de recul ou ils ont parfois des informations qu'on n'a pas. Donc, ce partage d'informations est intéressant. La remarque de Blandine disant mon mari est prof là-bas, etc. Donc cet échange d'informations, je pense que si se généralisait, ça permettrait d'avancer plus vite dans la réponse à ce type de questions aussi, quoi. En principe, on sait à maternelle s'il y a, enfin, j'ai pas regardé les données exactement, mais on devrait avoir au moins au niveau des ARS l'information pour savoir s'il y a eu des clusters qui ont été générés à partir des maternelles et à partir des récréations dans la maternelle. Et à partir de ces données, en tirer un certain nombre de conclusions ou de décisions sur la manière de gérer la contamination. Alors, ça me fait penser qu'on avait une question là-dessus justement, et nous, on a eu des retours au niveau du syndicat aussi sur les contaminations. En fait, il n'y a pas forcément de retour sur les enfants confirmés Covid. Et donc, on avait une question avant aussi sur est-ce qu'on informe les familles quand il y a un cas Covid dans une classe? Alors, je ne sais pas si Géraldine, tu veux prendre la parole par rapport à ça? C'est compliqué de répondre parce que l'administration nous demande de ne pas informer quand il y a un cas Covid, tu veux Oui, dire? oui, oui. En fait, oui, l'administration nous demande de ne pas forcément informer les familles. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de retours au niveau du syndicat en disant que c'est complètement absurde de faire ça, puisque tant que la classe n'est pas fermée, en fait, s'il n'y a pas suffisamment de cas Covid, quand ce sont des enfants qui sont contaminés, en fait, il n'y a pas d'information qui est donnée. Voilà, donc c'est vrai que nous, on est en discussion au niveau du CHSCT avec la rectrice sur ce point-là. Parce que on sait bien quand on est en classe que quand on a des enfants, des élèves qui ont des poux, on en informe les parents. Mais là, pour une situation comme ça, on nous demande de ne pas le dire pour ne pas créer un mouvement de panique.
Voilà, donc là, c'est la même chose au sein des instances de discussion. Donc, au niveau du CHSCT, on est en discussion avec la rectrice pour obtenir de pouvoir informer les familles. À ce propos, on avait publié le témoignage d'une collègue qui avait sa fille qui était son fils positif au Covid. Normalement, tout le monde l'avait reçu, ou une collègue enseignante aussi, maman, et je pense que vous l'avez peut-être vu passer. On l'avait mis sur le site et on l'avait envoyé, notamment pour la grève de mardi. C'était une lettre témoignage où on voyait que c'était assez hallucinant les consignes données. Et donc, sa fille qui avait le Covid a été en classe et le temps qu'elle se fasse tester, et personne n'a été informé. Et bien sûr, l'enseignante n'était pas cas contact, ni l'ATSEM, puisqu'elles avaient le masque. J'ai une réflexion personnelle, mais c'est un peu ce qui se passe aussi dans les recherches cliniques, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir, en fait, ce qui serait bien au niveau des enseignants d'une école maternelle, d'une école primaire, d'un collège, d'un lycée, c'est d'avoir une cartographie anonymisée des cas Covid. Et ça permettrait de répondre déjà à la question de savoir si la contamination, elle est plutôt par classe ou au niveau de la récréation ou au niveau de la cantine. Bon. Après, il y a une deuxième question qui est effectivement, alors moi je pense que c'est le fait, c'est comment prévenir la famille, enfin, ou comment prévenir les familles qui ont un cas contact ou qui a un cas Covid. Ça pose des problèmes, à mon sens, presque de psycho et de sociaux, enfin de manière générale, parce que ça peut conduire à faire des boucs émissaires en disant un tel est malade, c'est lui qui rend dangereux en fait une école, un truc comme ça. Mais déjà au départ, une cartographie non anonymisée des cas, pour moi, je pense que ça serait important pour les enseignants et pour les adultes en fait travaillant dans l'école. Et même au niveau université, on n'a pas ça. On n'a jamais eu ça. De toute façon, on voit qu'il y a un problème au niveau des chiffres. On a publié un article hier justement entre les chiffres de Jean-Michel Blanquer de contamination à l'école et les chiffres de l'ARS au niveau des enfants par tranche d'âge. Et il y a une grosse différence entre les deux. Donc, on sait qu'au niveau des chiffres, ce que donne le ministère n'est pas exact. Oui, il y a eu un article hier, je crois, ou avant-hier, dans Libération, ouais. Qui explicitait assez bien, en fait, pourquoi ces chiffres n'étaient pas exacts, entre autres. Oui, on l'a mis sur notre site, vous le trouverez sur notre site. Mais c'est là où il y a une sorte, en fait, entre guillemets, de mépris des acteurs de terrain, c'est-à-dire que s'il y avait une vraie confiance, il y aurait une forme, en fait, de réflexion un peu synergique, parce que alors je parle de l'université que je connais mieux, mais si au niveau universitaire on avait cette cartographie, on aurait la possibilité de réfléchir aussi avec nos propres compétences sur la manière en fait de construire un protocole sanitaire qui s'applique en fait aux caractéristiques des bâtiments, aux caractéristiques de l'offre de formation, etc., et de l'adapter. Là, recevoir, enfin, ce que je pense être complètement inefficace, c'est de recevoir en fait des instructions qui sont normatives, quelles que soient les propriétés, enfin, ou les spécificités des bâtiments, de l'offre de formation, et qui sont assez souvent en fait du jour au lendemain et contradictoires et paradoxales. Alors, s'il y avait une construction d'un protocole sanitaire qui implique les acteurs, je pense que ça serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus intelligent, quoi. Oui, et
pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la culpabilisation, c'est vrai que nous, en tant qu'organisation syndicale, on était intervenus auprès des inspecteurs, puisqu'il y avait eu le cas d'une école sur Schiltigheim qui avait été fermée et l'inspecteur n'avait pas hésité à envoyer une lettre aux enseignants en leur faisant porter la responsabilité de la fermeture de l'école parce qu'ils avaient déjeuné ensemble, enfin déjeuné tous ensemble. Voilà, donc c'est vrai que il y a un risque de culpabilisation. Enfin, on parle pas de tous les problèmes sanitaires liés aux choix finalement politiques qui ont été faits et qui ont conduit au développement de l'épidémie telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il y a cette espèce de pointage du doigt d'individualisation. Si l'école est fermée, c'est à cause des enseignants. Et donc, on était intervenu en intersyndical d'ailleurs parce que c'était absolument intolérable qu'un supérieur hiérarchique culpabilise ainsi toute une équipe enseignante de la situation sanitaire dans l'école. Ouais, c'est ça qui est totalement paradoxal, c'est d'avoir en fait des protocoles sanitaires qui descendent, enfin, qui sont top-down, enfin, qui descendent, qui sont réalisés de manière pyramidale, quoi. C'est-à-dire, on dit, ben, il y a une prise de responsabilité du ministère, du rectorat, et de dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, en fait, de dire, mais c'est vous, enseignants, qui êtes responsables. Enfin, si ça marche, c'est grâce à nous, mais si ça ne marche pas, c'est à cause de vous, quoi. Oui. Donc, c'est pile, je gagne et face, tu perds, quoi. Et puis, moi, je voulais dire que ça continuait parce que là, j'ai une collègue qui a ses enfants en collège et ils ont eu un mot de la chef d'établissement pour dire que cette semaine, il y avait 17 profs qui étaient cas contact parce qu'un prof était contaminé et qu'ils ont certainement mangé ensemble. Donc, voilà, un mot directement aux parents pour incriminer les collègues et pointer leurs responsabilités, encore une fois. Et oui, donc on a plusieurs réactions sur la confiance. Oui, parce que pourquoi cacher les choses? Pourquoi ne pas être transparent? C'est la confiance dans le système scolaire qui est en jeu. Effectivement, bah nous, c'est ce qu'on demande, hein, de la Alors, transparence. ma position personnelle, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait une transparence, mais pour l'instant, qu'il soit anonymisé, quoi. C'est-à-dire que Bien sûr. dès qu'on sort, si on va jusqu'au bout, enfin, si on est trop transparent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on aura tendance à fabriquer des boucs émissaires. Oui, oui. Parce que ça sera une réaction presque naturelle et en plus de protection pour la hiérarchie, quoi. Voilà. Par contre, en fait, le mépris et la non-confiance qui existent actuellement, je pense que c'est très contre-productif dans la mise en place en fait, des protocoles sanitaires. Ouais. Voilà. Il y avait juste une dernière info, mais alors celle-là, je pense qu'elle va être, enfin une dernière question qui va être vraiment particulière même à chaque école. Est-ce qu'il y a une information efficace des agents qui nettoient les locaux sur les bonnes pratiques, aérer le plus possible, nettoyage complet des toilettes? Ben ça, effectivement, ça va dépendre de chaque endroit et Ouais. Alors, Bah là, on paye aussi, là, j'interviens rapidement, on paye aussi le fait que dans beaucoup d'écoles, il y a une externalisation de ces services-là, en fait, hein. Autrefois, c'était les agents territoriaux qui nettoyaient les écoles. On a remarqué dans nos écoles que, bah, il y en a de moins en moins, que les remplacements ne sont jamais effectués quand un collègue est malade ou en congé. Et dans une situation comme celle-ci, c'est exactement la même chose qu'on voit dans l'éducation nationale et qu'on voit dans les hôpitaux. C'est qu'à force de supprimer, d'externaliser et de contractualiser, on manque de personnel. Donc même les quelques-uns qui sont là, je pense, et qui assurent correctement leur boulot, n'ont même pas la possibilité en temps de fournir le travail qu'on leur demande, en fait. ouais. je crois que c'est l'heure de la pause. Oui.